La salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris était un lieu conçu pour extraire toute chaleur humaine. Les murs lambrissés de bois sombre, l'éclairage artificiel et froid, le mobilier fonctionnel, tout contribuait à une atmosphère d'une solennité pesante. Olivier Durand était assis droit, son costume sur mesure impeccable, son regard fixé sur l'horloge murale. Pour lui, cette audience finale de divorce n'était qu'une formalité administrative, un dernier obstacle avant une réunion cruciale pour un nouveau projet architectural. Il était un homme qui construisait des empires de verre et d'acier, et cette procédure n'était qu'une démolition contrôlée de son passé. Assise à quelques mètres, Chloé Leroy incarnait un calme poignant. Son visage, bien que marqué par une fatigue discrète, conservait une dignité sereine. Elle ne le regardait pas, son attention portée sur le juge des affaires familiales. Un homme au visage las qui récitait les termes de la séparation avec une monotonie professionnelle. Le juge parcourait les documents, sa voix résonnant dans le silence presque religieux de la pièce. Il aborda la question de la répartition des biens, des comptes bancaires, des derniers détails logistiques qui scelleraient la fin de leur mariage. Pour Olivier, chaque mot était un pas de plus vers la sortie, vers le retour à sa vie, à son travail, à ce qui comptait vraiment pour lui. Il sentait l'impatience monter en lui, une vibration presque imperceptible dans sa jambe. Il pensait déjà aux plans, aux maquettes, aux échéances qui l'attendaient. Chloé, elle, ne bougeait pas. Elle écoutait attentivement, comme si chaque syllabe prononcée gravait dans le marbre la fin d'une histoire qu'elle avait crue éternelle. Elle posa une main sur son ventre, un geste presque inconscient, un réflexe de protection qui passa totalement inaperçu aux yeux de l'homme qu'elle avait épousé. Alors que le juge s'apprêtait à conclure, l'avocat de Chloé se racla la gorge et prit la parole d'une voix posée mais ferme. « Votre honneur, nous devons aborder la question de la pension alimentaire étant donné que ma cliente est enceinte de 4 mois. » Le temps s'arrêta. Le son de la pièce s'estompa pour Olivier, remplacé par un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Les mots flottèrent dans l'air, absurdes, impossibles. Il tourna lentement la tête vers Chloé, et pour la première fois depuis des mois, il la vit vraiment. Il vit la courbe douce de son ventre sous ses vêtements simples, la tristesse profonde dans ses yeux qu'il avait prise pour du ressentiment, et la force tranquille d'une femme qui portait seule un secret qui aurait dû être le leur. Le monde qu'il avait si méticuleusement construit venait de s'effondrer sur ses fondations. Le marteau du juge aurait pu tomber. La séance aurait pu être levée. Olivier n'aurait rien entendu. Il était piégé dans cet instant de révélation brutale, le souffle coupé par le poids de sa propre négligence. Tout son succès, ses gratte-ciels, ses récompenses, tout cela se réduisait à néant face à cette vérité simple et dévastatrice. Il était un architecte de renom incapable de voir ce qui se construisait dans sa propre maison, sous son propre toit. La culpabilité le frappa avec la violence d'un bulldozer, rasant ses certitudes et son arrogance. C'est dans ces moments où la réalité fait voler en éclats nos illusions que l'on comprend le véritable poids de nos absences. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner, car c'est votre soutien qui nous permet de continuer à partager ces puissants témoignages de vie. Le bruit de la ville, habituellement un fond sonore qu'il ignorait, l'agressait maintenant de toutes parts. Olivier n'était pas allé à sa réunion. Au lieu de cela, il attendait sur les marches du palais de justice, son corps rigide dans un costume qui lui semblait soudain étranger, une armure inutile contre le chaos qui venait de déferler en lui. Il regardait les gens passer, des visages anonymes, absorbés par leur propre vie, et il se sentait complètement détaché, comme s'il observait le monde à travers une vitre épaisse. Quand Chloé est sortie, elle ne semblait pas surprise de le voir. Elle marchait avec une lenteur délibérée, une dignité qui était une gifle silencieuse à son arrogance passée. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une lassitude infinie qui le transperça bien plus profondément que n'importe quel reproche. Il s'approcha d'elle, les mains moites, la gorge sèche.
Les mots, son outil de prédilection pour convaincre, négocier et dominer, lui manquaient cruellement. Il n'était plus l'architecte de renom, mais un homme démuni, face aux ruines de sa propre vie. « Pourquoi ?» parvint-il à articuler, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. « Chloé, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La question flottait entre eux, chargée de l'absurdité de sa propre ignorance. Il cherchait une explication, une raison qui pourrait atténuer le poids écrasant de sa culpabilité, espérant secrètement une faille dans son raisonnement, une justification pour son aveuglement. Mais au fond de lui, il connaissait déjà la réponse, et c'est cette certitude qui le terrifiait le plus. Il avait été l'artisan de son propre isolement, le bâtisseur de murs si hauts qu'aucune nouvelle ne pouvait les franchir. Sa réponse fut simple, prononcée sans une once de méchanceté, mais avec la précision chirurgicale d'une vérité longtemps contenue. « Étais-tu seulement là pour écouter ?» La phrase le frappa avec la force d'un impact physique. Instantanément, son esprit projeta une image, un souvenir qu'il avait classé comme anodin. C'était il y a quelques mois, lors d'un dîner dans un restaurant chic qu'il avait choisi pour son prestige. Chloé avait posé sa main sur la sienne, son regard insistant, commençant une phrase par « Olivier, il faut que je te parle de quelque chose. » Mais son téléphone avait vibré. Une urgence sur un chantier à Dubaï. Il avait levé un doigt pour la faire patienter, avait pris l'appel, et la conversation n'avait jamais repris. Ce soir-là, il avait sauvé un contrat de plusieurs millions d'euros, mais il avait perdu infiniment plus. De retour dans son appartement du 15e arrondissement, le silence était assourdissant. Chaque objet de design, chaque surface immaculée, chaque ligne épurée lui renvoyait l'image de son échec. Ce lieu, qu'il considérait comme le sanctuaire de sa réussite, n'était en réalité qu'un mausolée dédié à son ambition. La vue panoramique sur Paris, qui lui donnait autrefois un sentiment de puissance, ne lui inspirait plus qu'un vertige existentiel. Il erra d'une pièce à l'autre, touchant du bout des doigts les rares traces du passage de Chloé. Un livre d'art oublié sur une étagère, le fantôme de son parfum sur un coussin du canapé. Il avait conçu cet espace pour être à l'abri du désordre du monde, mais il réalisait maintenant qu'il s'était surtout mis à l'abri de la vie elle-même. Pendant ce temps, à Belleville, Chloé arrosait une petite plante verte sur le rebord de sa fenêtre. Son nouvel appartement n'avait rien de spectaculaire. C'était un 2 pièces modeste, avec des murs qui auraient besoin d'un coup de peinture et un parquet qui grinçait à chaque pas. Mais il était rempli de lumière et de promesses. Des cartons à moitié déballés contenaient des vêtements de bébé, un mobile artisanal et des livres sur la maternité. Elle transformait cet espace anonyme en un foyer, un cocon pour la vie qui grandissait en elle. Contrairement à la cage dorée qu'elle avait quittée, ce lieu respirait l'espoir. Chaque petit geste, chaque objet choisi avec soin était un acte de résilience, la preuve silencieuse qu'elle n'avait pas besoin de gratte-ciel pour construire un avenir solide et heureux pour son enfant. Le soir même, le téléphone de Chloé sonna. C'était Olivier. Sa voix était méconnaissable, dépouillée de son assurance habituelle, fragile. Il ne chercha pas à se justifier, ne tenta pas de minimiser sa faute. Il y eut un long silence, puis il demanda, avec une humilité qu'elle ne lui avait jamais connue, « La prochaine échographie, c'est quand? Est-ce que je pourrais venir? J'aimerais entendre son cœur. » La demande était si simple, si concrète, qu'elle la désarma. Il ne parlait pas de nous, ne faisait aucune promesse grandiose. Il demandait juste la permission d'entrer par la plus petite des portes dans la réalité qu'il avait si longtemps niée. C'était le premier pas, non pas pour la reconquérir, mais pour commencer à mériter d'être un père. Chloé resta silencieuse, le cœur battant. Une partie d'elle, la partie qui avait tant souffert, voulait lui raccrocher au nez, le laisser dans le vide qu'il avait lui-même créé. Sa mère, lors de leur dernière conversation, avait été catégorique. « Ne le laisse pas revenir, il ne changera jamais, il te fera du mal et il fera du mal à cet enfant.
Ces mots résonnaient en elle, alimentant sa méfiance. Elle avait passé des mois à se reconstruire, à accepter l'idée d'être une mère célibataire, à trouver sa propre force. Laisser Olivier revenir, même un peu, c'était prendre le risque de voir ses fragiles fondations s'effondrer à nouveau. La peur de revivre la même déception, le même sentiment d'être invisible, était un mur presque infranchissable. Au bureau, le changement d'Olivier ne passa pas inaperçu. Il était physiquement présent, mais son esprit était ailleurs. Durant une réunion stratégique pour un projet majeur, alors que tous les regards étaient tournés vers lui, il fixa un point dans le vide, son expression perdue. Il quitta la salle en plein milieu, prétextant une urgence personnelle, un concept si étranger à son éthique de travail que ses associés échangèrent des regards inquiets et réprobateurs. L'empire qu'il avait bâti reposait sur sa disponibilité totale, son dévouement absolu. En commençant à détourner son attention, il sciait la branche sur laquelle il était assis. Le monde professionnel qu'il avait adulé pour son ambition commençait à le percevoir comme une faiblesse, une distraction inacceptable. Le jour du rendez-vous, la salle d'attente du cabinet de gynécologie semblait suspendre le temps. Ils étaient assis à 2 chaises d'écart, un gouffre de silence et de non-dits les séparant. Olivier observait les autres couples, la façon dont les hommes posaient une main protectrice sur le dos de leur compagne, leur chuchotaient des mots rassurants. Il se sentit comme un imposteur, un touriste dans ce pays de tendresse partagée. Il n'avait aucun droit d'être là, et pourtant, il n'aurait pu être nulle part ailleurs. La culpabilité était une présence physique, une chape de plomb sur ses épaules. Il n'était pas seulement en retard de quelques mois. Il avait manqué le début de l'histoire la plus importante de sa vie. Une fois dans la salle d'examen, l'atmosphère devint encore plus dense. Le médecin parlait, mais Olivier n'entendait pas les mots. Il ne voyait que le visage de Chloé, tendu, et l'écran noir et blanc où des formes abstraites dansaient. Puis, un son. Un son rapide, rythmé, incroyablement puissant. Le battement d'un cœur, ce n'était pas un simple bruit, c'était une déclaration, une affirmation de vie qui balayait tout sur son passage. Olivier regarda l'image minuscule sur l'écran, puis le visage de Chloé. Une larme solitaire coulait sur sa joue, une larme qu'il ne pouvait pas essuyer. À cet instant précis, les plans, les maquettes, les échéances, tout s'évapora. Il n'y avait plus que ce son, ce miracle vibrant qui redéfinissait toutes ses priorités. En sortant de la clinique, l'air frais de Paris lui parut différent. Les bruits de la ville n'étaient plus une agression, mais une symphonie dont il faisait enfin partie. Il avait passé sa vie à construire des structures pour les autres, des coquilles vides en béton et en acier, tout en négligeant la seule construction qui comptait vraiment. Parfois, il suffit d'un son, d'un battement de cœur, entendu dans une pièce sombre, pour que tout notre univers bascule et se réaligne. Si vous comprenez la puissance de ces moments de bascule, et si ces histoires de reconstruction vous touchent, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces témoignages. Ce soutien est ce qui nous permet de donner une voix à ces instants qui changent une vie. Cette nuit-là, Olivier ne dormit pas. Assis devant son ordinateur, il ne consultait pas ses courriels professionnels. Ses recherches avaient changé de nature. Développement fœtal, semaine par semaine. Comment soutenir sa partenaire enceinte. Cours de préparation à l'accouchement à Paris. Il lisait des articles, regardait des vidéos, absorbait des informations avec une ferveur qu'il réservait autrefois au code de l'urbanisme. Le lendemain, il envoya un simple lien à Chloé par message. C'était pour un cours de yoga prénatal dans son quartier. Le texte était court, sans aucune pression. « J'ai vu ça, j'ai pensé que ça pourrait te plaire. Je peux m'occuper de tout si tu es intéressé. » Ce n'était pas une tentative de contrôle, mais une offre de service, un premier geste concret pour bâtir un pont au-dessus du fossé qu'il avait creusé. La réponse de Chloé fut un silence qui dura plusieurs jours, une attente qui devint pour Olivier une forme de torture douce. Il n'insista pas.
comprenant que le moindre signe d'impatience anéantirait le fragile crédit qu'il tentait de regagner. Il continua ses recherches, s'immergeant dans un univers de tables allongées et de choix de poussettes. Un monde parallèle qui avait existé tout ce temps à côté du sien sans qu'il n'en soupçonne la complexité. Puis un matin, il reçut un message. C'était une simple adresse, une date et une heure. Pas un mot de plus. C'était le cours de yoga prénatal. Il sentit un soulagement si intense qu'il dut s'asseoir. Ce n'était pas un pardon, loin de là. C'était une porte entr'ouverte, une invitation à se tenir sur le seuil. Et pour lui, c'était déjà plus qu'il n'aurait osé l'espérer. Les semaines qui suivirent furent une lente et délicate reconstruction. Olivier ne cherchait pas à redevenir son mari, mais à devenir son partenaire. Il l'attendait après chaque cours de yoga, un thermos de tisane à la main. Il l'accompagnait aux rendez-vous médicaux, posant au médecin des questions qu'il avait notées au préalable. Des questions sur le bien-être de Chloé et du bébé, jamais sur ses propres droits. Il apprit à écouter, vraiment écouter, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Il découvrit les craintes de Chloé, ses espoirs, les petits détails de cette grossesse qu'il avait failli manquer entièrement. Chaque geste était une brique posée avec soin, non pas pour rebâtir leur ancienne maison, mais pour construire un abri sûr pour leur enfant, un espace où la confiance pourrait peut-être, un jour, repousser. La bascule survint une nuit de pluie battante, 2 mois avant le terme. Olivier était en pleine présentation devant le conseil d'administration d'un client du Moyen-Orient, un projet pharaonique qui devait être le couronnement de sa carrière. Il était au sommet de son art, charismatique, précis, inarrêtable. C'est alors que son téléphone, posé face cachée sur la table, se mit à vibrer, une seule fois. Le nom de Chloé s'afficha brièvement. L'ancien Olivier aurait ignoré l'appel, l'aurait considéré comme une interruption, mais ce n'était plus lui. Au milieu d'une phrase, il s'arrêta. Les visages des investisseurs se figèrent dans l'incompréhension. « Excusez-moi », dit-il d'une voix calme mais sans appel, « je dois y aller. » Il tourna le dos à la maquette de son chef-d'œuvre et quitta la salle, laissant derrière lui un empire de plusieurs milliards et un silence stupéfait. La course à travers Paris fut un pèlerinage frénétique. Chaque feu rouge était une éternité, chaque rue bondée un obstacle personnel. Les gratte-ciels qu'il avait contribué à ériger le narguaient, monuments froids et vides de sa vie passée. Il ne pensait qu'à une chose, arriver à temps. Pas pour assister, mais pour soutenir. Pas pour prendre sa place, mais pour offrir sa présence. Quand il arriva à la maternité, le souffle court, il trouva Chloé dans une chambre, le visage pâle mais déterminé. Il s'approcha, prit sa main et sentit ses doigts se serrer autour des siens. Dans la salle de travail, les heures s'étirèrent, faites de douleur, de peur et d'une force qu'il ne lui avait jamais soupçonnée. Il n'était plus l'architecte puissant, il n'était qu'un homme, humble et impuissant, face au miracle de la vie. Puis, à l'aube, un cri. Un son fragile et puissant qui déchira le silence et remplit l'univers. Le médecin posa un petit être sur le ventre de Chloé, Léo. Olivier regarda son fils, puis il croisa le regard de Chloé, un regard où la fatigue se mêlait à une émotion pure et bouleversante. Toutes les fondations de son monde venaient d'être redéfinies. Plus tard, alors que le calme était revenu, il observait Chloé berçant leur enfant. Les larmes qu'il avait retenues pendant des mois coulèrent sans qu'il ne cherche à les cacher. Il se pencha vers elle, sa voix brisée par une prise de conscience totale. « J'ai perdu tellement de temps à construire des choses, » murmura-t-il. « Mais lui, il est la seule chose qui compte vraiment, vous deux. » Ce n'était pas la promesse d'un amour retrouvé, mais le constat d'une vérité absolue, la première pierre d'un avenir qu'il voulait, cette fois, bâtir correctement. Les jours qui suivirent la naissance de Léo ne furent pas marqués par de grandes déclarations, mais par une série d'actions silencieuses et déterminées. Olivier vendit son appartement du 15e arrondissement, se débarrassant de ce mausolée de verre et d'acier avec un soulagement presque palpable.
Il démissionna de son poste au sein du grand groupe de BTP, une décision qui provoqua une onde de choc dans le milieu architectural parisien. Ses associés ne comprirent pas, le traitant d'insensé pour abandonner une carrière au sommet de sa gloire. Mais pour Olivier, ce n'était pas un abandon, c'était une démolition nécessaire. Il démantelait pierre par pierre la vie qui l'avait rendu sourd et aveugle à l'essentiel. Non pas pour impressionner Chloé ou pour racheter ses fautes, mais parce qu'il ne pouvait plus respirer dans les fondations de son propre mensonge. Chaque signature, chaque carton vidé, était un pas vers une authenticité qu'il n'avait jamais connue. Ensemble, mais avec une prudence infinie, ils trouvèrent une maison en meulière dans la banlieue proche. Un lieu avec un petit jardin qui avait besoin d'amour et de patience. Ce n'était pas un palais, mais c'était un foyer. Les premières semaines furent un ballet de gestes maladroits et de nuits blanches. Olivier apprit à changer une couche à 3 heures du matin, à interpréter les pleurs de son fils, à monter un lit de bébé dont le mode d'emploi semblait écrit dans une langue étrangère. Il découvrit une fatigue plus profonde que celle des charrettes de fin de projet, mais aussi une joie simple et pure qu'aucun contrat de plusieurs millions n'avait jamais pu lui offrir. Chloé l'observait, laissant la confiance s'infiltrer lentement dans les fissures de son cœur blessé. Il ne parlait pas d'avenir, il le construisait, un biberon et une berceuse à la fois, partenaires silencieux dans le projet le plus important de leur vie. 3 ans plus tard, le jardin de la maison était rempli des rires d'enfants. C'était l'anniversaire de Léo. Des ballons colorés étaient accrochés aux branches d'un vieux pommier, et une petite table croulait sous les gâteaux. Olivier, en jean et t-shirt, n'avait plus rien de l'architecte distant et impeccable. Il était à 4 pattes sur l'herbe, imitant le rugissement d'un lion pour le plus grand plaisir de son fils et de ses petits camarades. Son visage n'était plus marqué par la tension chronique, mais par des rides de rire au coin des yeux. Chloé, assise à proximité avec ses parents, le regardait avec une tendresse sereine. Ils avaient réussi. Ils n'avaient pas recollé les morceaux de leur mariage brisé, mais avaient utilisé ces débris pour créer une mosaïque nouvelle, plus solide et infiniment plus belle. Leur amour s'était transformé en un partenariat indéfectible, une famille bâtie sur le respect et une présence enfin totale. Il a fallu qu'ils perdent tout pour comprendre que le succès ne se mesurait pas en mètres carrés ou en hauteur de gratte-ciel. La nouvelle agence d'Olivier, plus modeste, se spécialisait désormais dans la construction de crèches et de logements familiaux, des projets qui servèrent la vie au lieu de la dominer. Sa plus grande œuvre restait cependant ce petit garçon qui courait vers lui, les bras ouverts. En le soulevant dans les airs, sous le regard aimant de Chloé, Olivier comprit que les fondations les plus solides n'étaient pas en béton, mais en moments partagés, en pardons accordés et en promesses tenues. Des histoires comme la sienne nous rappellent que la reconstruction est toujours possible. Si ce parcours vous a inspiré, pensez à vous abonner, car c'est votre soutien qui nous donne la force de continuer à partager ces témoignages d'humanité.